Dans l'unité de l'information génétique, vous voulez savoir la localisation de l'information génétique et sa nature chimique à travers l'expérience de Griffith-Avery. Regardez cette vidéo. على القناة غادي تلقاو الملخص ديال هاد لا فيديو بالعربية. Heureux de vous retrouver encore une fois dans cette deuxième unité et ce premier chapitre, la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression. Ce chapitre est destiné aux élèves de deuxième bac SVT, les SVTistes, et deuxième bac PC, les PCistes, et aussi les élèves de première bac sciences maths. Je commence ce chapitre par cette introduction que nous avons ici, la transmission des caractères héréditaires d'une génération à une autre. Donc les caractères héréditaires, ce sont les caractères qui se transmettent d'une génération à une autre, des parents à leurs enfants, comme la couleur des yeux, la couleur de la peau, la forme du nez, la forme des oreilles, la taille, les cheveux, etc. Ce sont les caractères héréditaires, des caractères transmissibles des parents à leurs enfants, se fait grâce à une cellule œuf. Donc, cellule œuf, ça veut dire la cellule qui se produit par l'union entre le gamète mâle et le gamète femelle. Le spermatozoïde et l'ovule qui est dans l'œuf ou bien zygote. L'œuf entre dans une série de divisions, ce qui donne un nouveau individu. Donc, la transmission de ces caractères se fait grâce à une cellule œuf qui provient de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Par conséquent, ce qui se transmet ne sont pas les caractères, mais un programme génétique. Donc, il y a la transmission d'un programme génétique dans la cellule œuf. Ce programme transmissible, on l'appelle l'information génétique. Un message génétique qui se transmet, qui a l'origine de tous les caractères héréditaires de tous les êtres vivants, animal, végétal ou micro-organismes. Donc, la cellule œuf contient un programme génétique qui permet la transmission des caractères héréditaires des parents à leurs enfants. Donc, les questions qui se posent dans ce chapitre, c'est où se localise l'information génétique. Donc, par exemple, cette cellule, on va essayer de dévoiler ou déterminer où se localise la localisation. Vous connaissez ce que ça veut dire la localisation de l'information génétique dans la cellule. Et quelle est la nature chimique? Donc, quel est chimiquement ce programme génétique et la structure physique de ce programme génétique, c'est-à-dire comment elle est cette information génétique dans l'espace, comment elle est organisée. Donc physiquement, comment l'information génétique est organisée. On va essayer également de voir comment se fait la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. On va voir la division cellulaire, comment se transmet l'information génétique d'une cellule mère aux cellules filles. Et dans la dernière partie, on va voir quel est le mécanisme de l'expression de l'information génétique. C'est-à-dire comment on passe du support de cette information génétique jusqu'à un caractère héréditaire. Donc on commence par la localisation de l'information génétique dans la cellule. On va essayer de voir la localisation chez deux types des êtres vivants. Chez un organisme unicellulaire, l'exemple d'Acétabularia, et chez un organisme pluricellulaire, chez la vache, le principe de clonage. Je vous laisse maintenant avec l'explication de l'exercice et après on revient pour répondre aux questions. Je commence cette localisation par l'exemple le plus simple chez un organisme unicellulaire, c'est l'exemple d'Acetabulaire ou bien l'Acetabularia. C'est une algue unicellulaire marine.
Vous avez vu en tronc commun les algues. Marines, ça veut dire il existe dans la mer, que l'on rencontre facilement dans les zones rocheuses. C'est-à-dire il se fixe sur les roches qui existent au bord de la mer. Dans le monde, on recense plus de 20 espèces d'acétabulaires. Ils diffèrent entre elles notamment par leur taille et la forme de leur chapeau. Donc, dans le monde ou bien dans la nature, il y a plus de 20 espèces d'acétabulaires. Et ces espèces, ils se diffèrent notamment par leur taille. Donc, ces espèces, ils se diffèrent par leur taille et aussi par la forme de leur chapeau. Par exemple, le chapeau d'Acetabularia mediterranea a un bord rond, alors que celui d'Acetabularia crenulata est crenulé denté. Donc nous avons ici deux exemples d'Acetabularia. Ici, l'Acetabularia a un chapeau rond. Cette Acetabularia s'appelle Acetabularia mediterranea, alors que cette Acetabularia, il a un chapeau crenulé, ça veut dire denté ou bien bouclé. Dans cette expérience, ils ont fait la section au niveau du pédoncule. Le pédoncule, c'est celui-là, ce n'est pas une vraie tige, c'est pour cette raison qu'on l'appelle pédoncule. Aussi, nous avons cette structure de fixation qui s'appelle le rhizoïde. Ce n'est pas une vraie racine, c'est pour cette raison on l'appelle rhizoïde. Donc après la section, ils ont fait quoi? L'extraction et le transfert des noyaux. Ça veut dire ils ont fait l'extraction de ce noyau de Acetabularia à chapeau rond et le transférer dans le cytoplasme de l'Acetabularia à chapeau crénulé et vice versa. Ça veut dire, ici, nous avons le cytoplasme d'Acetabularia à chapeau rond et le noyau de crénulé. Le résultat obtenu, c'est ce que vous voyez ici. Donc, le rhizoïde, il régénère. Ça veut dire, il y a le développement du pédoncule et du chapeau à partir du rhizoïde. C'est ce qu'on appelle régénération. Ici, nous avons la régénération d'un chapeau crénulé à partir du cytoplasme d'Acetabularia à chapeau rond et le noyau de crénulé. Et l'inverse ici. Vous pouvez remarquer ici que la forme du chapeau, il est lié au type de noyau. On passe maintenant à cet exemple chez un être vivant pluricellulaire. C'est le principe de clonage. Nous avons ici une vache, regardez, une vache blanche et noire. Après l'union entre le gamète femelle et mâle, on obtient une cellule qu'on appelle cellule œuf. Elles ont enlevé le noyau, donc on obtient une cellule œuf anucléée, ça veut dire sans le noyau. Elles ont introduit le noyau d'une autre vache blanche et marron, à partir d'une cellule de la peau ou bien à partir de n'importe quelle cellule de l'organisme. Par exemple, le foie, ils ont introduit cette cellule œuf dans l'utérus d'une autre vache. Le résultat obtenu, ils ont obtenu un veau blanc et marron. Le veau, c'est le petit de la vache. Il est marron et blanc. Il prend le caractère héréditaire de la vache qui a donné le noyau. Je vous laisse maintenant avec la question. On passe maintenant à la question en exploitant les résultats de documents 1 et 2. Déduisez la localisation de l'information génétique. Donc, nous avons vu dans l'introduction que les caractères transmissibles, ce sont des caractères héréditaires. Et dans ce cas, la forme du chapeau chez l'Acetabularia, c'est un caractère héréditaire. Et aussi, la couleur de la peau chez la vache, c'est un caractère héréditaire. Donc maintenant, on va exploiter les données de document 1. Donc d'après l'expérience
réalisé sur l'acétabularia, on remarque que la forme du chapeau est déterminée par la nature du noyau. C'est le noyau qui contrôle la forme du chapeau. Si nous avons un noyau de crénelé, on obtient acétabularia crénelé. Et si nous avons le noyau de méditerranéen, on obtient l'acétabularia méditerranéen. Donc on peut dire que la forme du chapeau est déterminée par la nature du noyau. D'après la deuxième expérience, on constate que le veau-né, ça veut dire le petit de la vache, a hérité le caractère ou les caractères, car il hérite tous les caractères. Ici, nous avons un clonage. Donc, le veau hérite le caractère de la vache donneuse du noyau. Ça veut dire qu'il a donné le noyau. Donc, on peut déduire que l'information génétique se localise dans le noyau. Donc, je vais écrire les réponses. Donc, ici, chez un organisme unicellulaire, c'est l'acétabularia, on remarque que la forme du chapeau est déterminée par le type du noyau. Et ici, nous avons chez un organisme pluricellulaire, ça veut dire se compose de plusieurs cellules. L'exemple de la vache, on remarque que le veau a hérité le caractère de la vache donneuse du noyau. Donc le noyau, c'est lui qui gouverne les caractères génétiques. Donc on déduit que l'information génétique se localise dans le noyau. On passe maintenant à la deuxième partie, c'est la nature chimique et physique de l'information génétique. Je vous laisse avec l'exercice. On passe maintenant à la nature chimique et physique du matériel génétique. La nature chimique, ça veut dire quelle est la composition du matériel génétique. La nature physique, ça veut dire quelle est la structure de ce matériel génétique. On commence par la nature chimique du matériel génétique. La plus importante expérience et la première qui a été faite, c'est celle de Griffith en 1928. Donc ce tableau donne un aperçu de l'expérience de Griffith sur la transformation bactérienne. Donc nous avons ce tableau, elle donne une vue de l'expérience de Griffith. Griffith a travaillé ou bien a déterminé qu'il y avait 12 souches de bactéries qui causaient la pneumonie. La pneumonie, c'est une infection du poumon, une souche lisse pourvue de capsules, ça veut dire une souche qui contient une capsule qu'on appelle smote, et une souche rugueuse, root, dépourvue de capsules, ça veut dire sans capsule. Voilà, nous avons ici l'image. Je vais vous expliquer encore à l'aide de ces images. Nous avons ici culture de pneumocoque, la bactérie qui cause la pneumonie. Après la culture, on observe à l'œil nu des colonies de bactéries. Ce sont ici des colonies de bactéries. Ces colonies de bactéries sont visibles à l'œil nu, donc on observe deux types, ou bien deux souches. Une souche rugueuse et une souche lisse. Rugueuse, c'est le contraire de lisse. Vous voyez ici, la surface, elle est lisse. Et ici, la surface, elle est rugueuse. Ces colonies de bactéries contiennent des milliers de bactéries. L'observation au microscope de ces colonies a permis d'identifier que la souche S, c'est une souche qui contient des bactéries avec une capsule. Voilà ici le dessin de capsule et ici la souche R rigoureuse, elle est dépourvue, ça veut dire sans capsule. On revient maintenant à notre expérience. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Griffith? Donc, il a injecté S à la souris,
injecté R, aussi injecté S tué, injecté S tué par la chaleur avec R. Donc ici les résultats, ici la mort de la souris, survie de la souris, et ici nous avons survie ici de la souris après l'injection de pneumocoque S tué. Et ici, nous avons la mort de la souris. Ici, l'analyse du sang de la souris. Ici, après la mort, il a découvert des pneumocoques S vivantes. Ici, l'absence de toute pneumocoque. La même chose ici. Et dans le dernier cas, il a trouvé la présence de pneumocoques S vivantes. Concentrez-vous et ouvrez bien vos oreilles. On passe à l'explication pour répondre à ces questions que nous avons ici. Avant que je entame les réponses des questions, je vous donne une remarque concernant les types d'organismes. Il y a deux types d'êtres vivants, des êtres vivants eucaryotes et des êtres vivants prokaryotes. Quelle est la différence entre eucaryotes et prokaryotes? Les eucaryotes, ça veut dire vrai noyau. Comme les organismes qu'on a vu déjà, l'acétabularia et la vache, ils ont un vrai noyau, ce sont des organismes eucaryotiques. Alors que les prokaryotes, ils ont de faux noyaux. Comme les bactéries, ils ont un matériel génétique libre dans le cytoplasme, non pas un vrai noyau. Donc les pneumocoques que nous avons dans cet exercice, ce sont des organismes prokaryotiques appartiennent aux prokaryotes. Donc la question ici, que pouvez déduire de l'expérience 1 et 2? Donc ici j'ai schématisé les expériences. Nous avons ici la bactérie pneumocoque S. Après leur injection à une souris, il conduit à la mort. Ils ont trouvé ici dans le sang des bactéries S, ça veut dire avec une capsule. Ici, nous avons R après leur injection à une souris. Le résultat, c'est la survie de la souris, absence de taux pneumocoque. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ces deux expériences? Que les bactéries qui ont une capsule sont pathogènes, ça veut dire qu'elles conduisent à la maladie et sont mortelles. Alors que les bactéries qui n'ont pas de capsule ne sont pas mortelles. Pourquoi ici? Parce que la capsule du pneumocoque S, c'est une couche protectrice. Il protège la bactérie, il résiste aux attaques immunitaires de la souris, contrairement aux bactéries R qui ne résistent pas aux attaques de système immunitaire de la souris. Donc, il élimine les bactéries et R. C'est pour cette raison on a ici l'absence de bactéries R. Donc, les pneumocoques qui ont une capsule sont mortels, sont virulents, sont pathogènes, alors que les bactéries R ne sont pas mortelles, car ils n'ont pas de capsule. La deuxième question, c'est d'écrire les résultats des expériences 3 et 4, proposer une hypothèse qui explique l'apparition des bactéries S dans la quatrième expérience. Donc, nous avons dans cette expérience 3, S tué par la chaleur, injecté à une souris, la survie de la souris, absence de tout pneumocoque. Mais ici, l'expérience la plus importante, c'est l'expérience 4. Ils ont mélangé S tué par la chaleur avec R vivante. Ils ont injecté le mélange à une souris. Le résultat, c'est la mort de la souris. Ils ont trouvé dans le sang des bactéries S. Sachant que R ne peut donner que des bactéries R et S ne peut donner que des bactéries S. C'est un caractère héréditaire, l'absence ou la présence de capsules. Le problème ici, c'est qu'ils ont trouvé dans le sang de la souris des bactéries S. On peut constater ici qu'il y a une transformation bactérienne. Ça veut dire L, R, et s'est transformé en S. Le problème qui se pose maintenant, comment R s'est transformé en
S. Donc, puisqu'il y a ici la présence des éléments de S tués par la chaleur et R, donc on peut supposer qu'il y a un passage des éléments S tués vers R, ce qui a donné à R la capacité de fabriquer la capsule, qui a conduit à la mort de l'espèce, et c'est pour cette raison on a trouvé ici des bactéries S. C'est ce qu'a appelé Griffith le phénomène de transformation bactérienne, et il a nommé cette substance qui a passé de S tué à R le facteur transformant ou le principe transformant. Le facteur transformant ou bien le principe transformant. Donc ce principe s'est introduit à l'intérieur de R et il a donné la capacité, donc R devient capable de fabriquer leur capsule et se transformer en S. Mais Griffith n'a pas déterminé la nature de ce facteur transformant. De quoi il s'agit précisément? Est-ce qu'il s'agit de protéines, lipides, acides qui se trouvent dans le noyau qu'on appelle des acides nucléiques? Jusqu'à cette année, les chercheurs n'ont pas déterminé le facteur transformant. Jusqu'à l'arrivée de Avery et ses collaborateurs qui ont déterminé le facteur transformant. Donc on va voir cette expérience pour comprendre comment Avery et ses collaborateurs ont déterminé ce facteur transformant. Je vous laisse maintenant les réponses de cet exercice sur le tableau. La deuxième question ici, on suppose que des substances, ici des substances ou une substance, ont passé de S morte à R, donc S à R, ce qui a donné à R la capacité de fabriquer la capsule et se transformer en S. C'est ce qu'on appelle le phénomène de transformation bactérienne, et Griffith a nommé cette substance qui a passé de S morte à R le facteur ou bien le principe transformant, mais n'a pas déterminé sa nature. On passe maintenant à l'expérience de Avery et ses collaborateurs. La question qui se pose maintenant, quelle est la nature de ce facteur transformant? Parce que Griffith n'a pas pu déterminer la nature de ce facteur. En 1944, Avery et ses collaborateurs, qui sont McLeod et McCarthy, ont réalisé cette expérience et ils ont déterminé le facteur transformant. Donc ils ont doté de 3 éléments. Les protéines, l'ARN, c'est un acide nucléique, c'est un acide qui se trouve dans le noyau. Aussi l'ADN, c'est un acide nucléique, ça veut dire se trouve dans le noyau. Ils ont éliminé les lipides parce que les lipides ne peuvent pas être le facteur transformant. Ils se détruisent par la chaleur. Les glucides ne peuvent pas également être le facteur transformant. Donc, ils ont doté de ces 3 éléments. Donc, je vais lire maintenant. Avery et son équipe ont essayé de déterminer le facteur de S responsable de la transformation bactérienne de R vivante en S vivante. Ils ont utilisé des enzymes spécifiques pour éliminer des composés organiques de S tués. Le produit obtenu est cultivé avec R vivante et ils ont obtenu les résultats suivants. Ils ont extrait les éléments qui susceptibles d'être le facteur transformant, qui sont formés de protéines, l'ARN, l'ADN. Et à chaque fois, ils ont éliminé un élément. Ici, ils ont éliminé les protéines par une enzyme qui s'appelle protéase, qui élimine les protéines. Dans ce cas, ils ont éliminé l'ARN par une enzyme qui s'appelle ribonucléase. Et ici, ils ont
éliminé l'ADN par l'ADNase. Voilà ici, ils ont ajouté des bactéries R vivantes dans chaque Erlenmeyer, c'est-à-dire ces flacons-là. Et après, ils ont fait l'injection du mélange à une souris. Le résultat obtenu, c'est ici la mort de la souris, aussi ici la mort de la souris, et ici la survie de la souris. Donc la question qui se pose maintenant, quel est le facteur transformant dans ce cas? Donc on va répondre à ces questions sur le tableau noir bien sûr. On passe maintenant à la question. Que déduisez-vous de la description de ces résultats? Donc, Avery et ses collaborateurs, ils ont réalisé le même travail qu'a réalisé Griffith. Mais la différence ici, c'est qu'ils ont fait la transformation bactérienne in vivo, ça veut dire en tube. Ce qui a donné à ces chercheurs la capacité de rajouter d'autres éléments. Et puisqu'ils ont doté de 3 éléments qui sont susceptibles d'être le facteur transformant, ils ont rajouté des éléments qui éliminent ces substances à chaque fois. Donc, dans l'expérience que vous avez à gauche, ils ont éliminé les protéines. Ils ont éliminé les protéines par une enzyme qui s'appelle protéase. Donc, ils ont éliminé les protéines par le protéase. Ce qui reste dans le tube, ce sont des molécules d'ADN et d'ARN. Ils ont injecté ce mélange. Le résultat, c'est la mort de la souris. Donc, est-ce que les protéines, le facteur transformant, on va voir après. Donc, deuxième cas, c'est qu'ils ont ajouté une enzyme qui élimine l'ARN. Ils ont injecté l'ensemble à une souris. Le résultat, c'est la mort de la souris. Est-ce que l'ARN, le principe ou le facteur transformant, on va voir dans le dernier cas, c'est qu'ils ont ajouté l'ADNase, ça veut dire une enzyme qui élimine l'ADN. Le résultat, c'est la survie de l'espèce. Donc, lorsqu'on élimine l'ADN, il y a la survie de la souris. Donc, l'ADN, c'est le facteur transformant. Lorsqu'il y a l'absence de l'ADN, il n'y a pas la transformation bactérienne. Donc, l'ADN, c'est le facteur transformant. C'est un acide nucléique qui se trouve dans le noyau. On l'appelle acide nucléique. Après, on va déterminer la composition chimique de cet acide nucléique. La deuxième question que nous avons ici, proposer à l'aide d'un schéma le mécanisme de transformation bactérienne. Donc, on va réaliser un schéma comme ce schéma-là et on va nommer ces éléments. Ce sont les éléments de l'ADN qui s'introduisent dans les pneumocoques R. Cet ADN s'intègre dans le patrimoine génétique de R, ce qui a donné à R la capacité de fabriquer la capsule et se transformer en S. Maintenant, je vous laisse avec le proverbe de cette science. Ensuite, les réponses de la dernière exercice et la science prochaine. On va voir la composition et la structure de l'ADN et la relation de l'ADN avec les chromosomes. بالنسبة للبروفيرب ديال هاد القصة هادي من هاد الشاطئ الجميل كي كران لو اي لو فون ne se risque pas sur l'océan. من يخشى الماء والرياح لا يخاطر في المحيط. إلى اللقاء.